92, 93, en 91, médaille de bronze au JO d'Atlanta en 96, et j'en passe. Et il est professeur de sport à l'INSEP. Avec nous, Sarah Nishiro-Rosso, médaille d'argent de la Coupe du Monde par équipe, et véritable révélation de l'année dernière, puisqu'elle a été championne de France et championne d'Europe en 98. Avec nous, Alain Vidal, qui est professeur de judo et directeur technique du Judo Karaté Club de Nogent-Turman, c'est dans la région parisienne. Avec nous, François Pesson, qui est journaliste à l'équipe. Et avec nous, enfin, quelqu'un avec qui je vais co-animer cette émission, qui fut, lui, champion du monde en 79, champion olympique en 80 et champion d'Europe en 83. J'ai nommé Thierry Rey, qui est aujourd'hui président du PSG Judo et consultant sportif pour Canal+. Alors, en introduction à ce débat, je vous propose de voir un film de Daniel Perezzini et Gérard Guégné qui retrace la formidable expansion donc, de ce sport, de ses origines japonaises à son rayonnement mondial actuel. « 98 pays ont participé au championnat de Chiba au Japon en 1995, 110 pays à ceux de Paris en 1997. Depuis les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, le judo est au deuxième rang des sports olympiques les plus universels. Il fut aussi l'un des plus regardés par les téléspectateurs. C'est dire qu'aujourd'hui, des dizaines et des dizaines de millions de personnes pratiquent ou ont pratiqué cette discipline à travers le monde. Au commencement était le verbe, celui de Jigoro Kano donnant la leçon dans son dojo du Kodokan. Images émouvantes. Toute l'histoire pourrait se résumer ainsi. Parce qu'un frêle jeune homme, agacé par les brimades de ses camarades, se mit en tête de devenir un expert dans l'art du combat à main nue des samouraïs, le judo est né. Le fondateur du judo, Jigoro Kano, maître Jigoro Kano, était un être exceptionnel. Il était certes du 19e siècle, mais des idées modernes. Il était un intellectuel brillant, reconnu dans la société japonaise, membre élevé, enfin ayant un rang élevé à la cour de l'empereur, directeur de l'école normale. Il s'est battu pour d'abord créer une méthode d'éducation physique moderne, attrayante,
Pour ce faire, il a puisé dans les techniques des écoles de Jiu-Jitsu, qui était l'art pratiqué par les guerriers, un certain nombre de techniques, et il a créé le judo. Et il s'est de plus battu pour que le Japon devienne membre de la famille olympique. Le Japon est devenu donc membre à part entière du CIO, et lui-même est devenu le premier japonais membre du CIO. La méthode Kano, qui avait dû s'imposer à ses débuts face aux autres écoles de Jiu-Jitsu dans des rencontres mémorables, devint obligatoire dans toutes les écoles du Japon. Voici une démonstration de maître Kano effectuée devant l'empereur du Japon et filmée en 1907. Le judo, défini par Kano, était une méthode d'éducation complète sur l'art d'utiliser efficacement son énergie. Et ce qu'on apprenait sur les tatamis devait servir dans tous les actes de la vie. Les professeurs étaient formés au Kodokan, lieu où l'on enseigne la voie, on pourrait dire la vie. Une démonstration des élèves de Kano, Nagaoka et Mifune notamment, montre que tout le judo d'aujourd'hui est déjà contenu dans le judo d'hier. Il restait aux élèves devenus maîtres à essaimer à travers le monde. La diffusion du judo et sa promotion est assez originale, car c'est assez exceptionnel. C'est un des rares, je crois peut-être même le seul exemple de sport qui se soit développé en Asie. Dès le début du XXe siècle, dès les 1910-1915, en Europe, des professeurs de judo venant du Kodokan, l'école où l'on enseigne la voie, le judo créé par maître Kano, sont venus en Allemagne, en Italie, en Angleterre, en France. Le judo bénéficiera pour son développement des mythes de supériorité et d'invulnérabilité qui avaient accompagné l'introduction du jiu-jitsu. Le développement du judo-jiu-jitsu passera parfois par des méandres surprenants. Une démonstration de judo, un judo un peu sommaire, effectué par des tirailleurs sénégalais devant les soldats du front pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui a accompagné la promotion du judo, assurément, c'est l'aspect un peu mystique, aussi un certain nombre d'habitudes, d'attitudes. On parlait des kwatsu, des méthodes de réanimation, mais je crois que dans cela, il faut rester très réaliste. Les gens qui enseignaient, les personnes qui enseignaient, les maîtres, avaient et ont, à ce jour encore, de solides connaissances en termes d'anatomie et en aucun cas, ils ne se prenaient pour des médecins et quelquefois, on avait tendance à agrandir un peu leurs actions alors qu'ils faisaient ou qu'ils avaient des attitudes qui étaient juste pour apporter une aide. Et en aucun cas, ce n'était, c'est vrai, on l'a dit, la personne, le cri qui tue, le cri qui réanime, mais je crois que, comme toujours, c'est tellement, le merveilleux attire tellement les gens qu'on a eu tendance à en rajouter un peu et à raconter plus que cela n'était. De Hertz et Picmal s'expliquent en finale. De Hertz conserve son titre et en fin de combat, l'arbitre, le professeur Kawasaï, de 2 claques sur les pectoraux rétablira la circulation du sang arrêtée chez Picmal. Des mythes relayés et amplifiés en Europe par le cinéma, la littérature et le music-hall. L'accès des cages aux fauves était jusqu'à ce jour réservé aux seuls dompteurs professionnels. Mais André Mercier, président du syndicat des judokas français, démontre que la ceinture noire de judo est une assurance suffisante pour venir à bout de n'importe quelle tigresse.
Un kia d'appel ou un kia spécial inhibant valent tous les regards magnétiques de dompteurs. Les photographes gardent leur distance, mais André Mercier cherche la sienne, toujours avec le même succès. La tigresse est littéralement envoûtée. La démonstration s'achève enfin sur le complet asservissement du fauve, devenu véritable matou d'appartement. Il faut attendre la fin de la première moitié du siècle pour que le judo s'organise et séduise par son aspect éducatif, tel que l'a conçu son fondateur, et tel qu'on l'enseigne, comme sur ces images, au Kodokan. En France, par exemple, le développement de cette discipline s'explique par l'action d'hommes exceptionnels, tels Moshe Feldenkrais, ici avec Jigoro Kano. Ou bien Maître Kawashi. Parmi les élèves de Maître Kawashi, on trouve des savants, comme le prix Nobel de chimie Frédéric Joliot-Curie. Il pose ici avec sa femme, Irène. Autre élève de Maître Kawashi, Paul Bonnet-Maury, premier président de la Fédération française. Paul Bonnet-Maury joue un rôle important dans la création de l'Union européenne et de la Fédération internationale de judo. Le judo est maintenant un pont au-dessus des mers entre la France et le Japon. Et chaque année, nous désirons inviter un champion japonais choisi par le docteur Kano pour venir en France et en Europe. Il y a des intellectuels de tout poil, mais indiscutables, et généralement scientifiques d'ailleurs, qui se sont intéressés au judo, qui étaient sportifs, mais qui se sont intéressés plus particulièrement au judo. Bon, il y avait Joliot-Curie, il y a eu Bonnet-Maury. C'était des gens qui étaient au centre de recherche scientifique. C'est peut-être parce qu'il y avait un peu plus que la compétition immédiate. C'est peut-être parce que au début, il y avait cette formule, le petit qui n'a pas peur des gros, le petit qui peut battre les plus gros ou les plus lourds. C'est possible. Mais je pense qu'il y a eu aussi, je répète, l'aspect éducatif, et on a été sensible à cela sur le plan des grands universitaires, des professeurs, des divers maîtres qui ont été là. Judoka voyageur, Mikinosuke Kawashi, après un séjour aux États-Unis et en Angleterre, se fixe en France en 1936. Kawashi, en tout cas, était conscient de ce qu'il faisait. Et j'ai toujours dit qu'il y avait deux Kawashi. Le grand, qui a fait le judo français, le judo européen, et qui a permis au judo de rayonner dans le monde. Et ça, il l'a fait beaucoup plus que les Japonais au début. Parce qu'il y avait eu Koizumi en Angleterre, il y avait eu d'autres experts qui étaient venus à travers le monde. Ils n'ont jamais été qu'intimistes d'une certaine façon. Ils étaient de bons judokas. Et ils n'ont pas su irradier et avoir le coffre. Il s'est attaché très rapidement à faire des professeurs qui eux-mêmes étaient chargés d'en créer d'autres. Ça a été mon cas. Je suis parti juste après la guerre, développé en Belgique, ensuite en Hollande, ensuite à Cuba. Et bien à partir de ce développement-là, immédiatement avec la méthode Kawashi, toute l'Amérique du Nord et du Sud s'est enflammée. Au bout de 2-3 ans, ils ont créé la Fédération panaméricaine. D'ailleurs, à l'époque, ils ont envoyé une équipe panaméricaine pour se battre en France et aussi en Europe. Jean de Herth, apôtre du bon judo, fut champion d'Europe des 3e dan, des championnats organisés pour la première fois en 1951 à Paris. En finale, il triomphe de l'anglais Gleason. À la faveur de ces championnats, on remarque un jeune homme longiligne, battu ici par le français Dupré en finale des ceintures marron. Une rareté. Il s'appelle Anton Kesing. La Fédération internationale a été créée en 1951 à la suite d'une initiative de l'Union européenne qui existait déjà. Et en 1952, la présidence en a été confiée à Maître Rizei Kano, le fils du fondateur du judo.
Et à cette époque, aux 13 pays européens qui avaient créé la Fédération internationale sont venus s'adjoindre 4 pays de Panamérique, 1 d'Océanie et 1 d'Asie, c'est-à-dire 19 pays. L'Afrique n'était pas mentionnée car on a tendance un peu à l'oublier, mais à cette époque, les dirigeants africains étaient associés à beaucoup de structures de pays européens. On a tendance quelquefois à parler de 4 unions, mais les 5 unions ont été vraiment, dès le début, concernées. Si le Japon envoie ses émissaires, son judo reste un grand mystère. De rares privilégiés ont assisté aux rencontres Est-Ouest qui enflamment le pays, comme celle de 1953. Il faut se rendre à l'évidence, il y a le judo des Japonais et celui des autres. Voici la terreur Daigo, champion du Japon en tournée en Europe. Il est opposé ici à 10 des meilleurs judokas français du moment. Seul Jean Dehert obtiendra le match nul. C'est donc avec impatience que l'on attend les premiers championnats du monde organisés en 1956 dans le Saint des Saints, à Tokyo. Souvent, après un long voyage, des judokas venus de 31 pays s'affrontent dans une seule catégorie. Les rencontres durent 10 minutes, la finale 20 minutes. Le japonais Natsui sort vainqueur de l'épreuve. Il bat en finale son compatriote Yoshimatsu. Et le Hollandais Anton Geesink termine 3e. Près de 40 ans plus tard, toujours au Japon, Ashiba s'ouvre les 19e championnats du monde. 98 pays sont représentés. Bonjour, mesdemoiselles, bonjour, mesdames. Les arbitres ont des tenues saillantes. Les